Donc bonjour à tous, et puis donc je vais vous présenter en fait cette présentation comment délivrer un max de valeur. Je commence par les merci, merci évidemment aux organisateurs d'Agile Pays Basque, aux sponsors et puis évidemment aux participants sans quoi ça ne fonctionnerait pas. J'ai aussi un merci en fait pour ma collègue Cécile Auray parce que c'est un sujet en fait qu'on a travaillé à deux. C'est moi qui présente aujourd'hui, mais c'est vraiment un sujet de préoccupation de nous deux. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On travaille dans une cellule de coach agile à l'échelle aussi. Chez nous, on a mis en place du SAFe. Donc ça serait intéressant d'échanger. J'ai déjà échangé avec Arnaud sur le sujet. Ça pourrait être intéressant de faire une conf en fait sur les plus et les moins sur ce sujet-là. Ça, j'en ai parlé en fait. C'était l'importance en fait du digital chez Pôle Emploi. Donc en intro tout à l'heure, j'en ai parlé. Et donc en fait, on cherche beaucoup en interne à déployer de l'agilité, Scrum au niveau des équipes, du SAFe, et on a une forte préoccupation de DevOps qui pour moi est vraiment en lien avec ce que disait Arnaud tout à l'heure dans le keynote d'ouverture. Alors, comment va se structurer la présentation en deux temps? Le premier temps, ça va être la partie prise de conscience sur le sujet de la valeur, et le deuxième temps, ça va être passer à l'action. Qu'est-ce qu'on a entrepris nous pour passer à l'action en fait sur ce sujet-là? Quand je dis nous, c'est toute l'entreprise, c'est pas juste moi dans mon coin. Donc il y aura un ensemble d'initiatives qui proviennent de plusieurs sources différentes. Donc la première partie, c'est prendre conscience. Alors, on parle de valeur parce que c'est l'objectif de cette présentation. On parle de valeur dans l'agilité. On cherche à déployer de la valeur, plus de valeur, plus souvent, plus vite, de manière sécurisée. On retrouve ça aussi dans DevOps. Qui, dans la salle, pense que la notion de valeur est concret en fait dans son esprit? Vous pouvez lever la main si vous pensez que c'est concret. Ok. Il y a 3 mains qui se lèvent, 4 mains qui se lèvent, 5, 4. J'en ai compté 4. Ok. Alors on va creuser un petit peu cette notion de valeur assez rapidement pour essayer de se rendre compte si oui ou non c'est concret ou pas. Alors, il y a une notion qui me semble intéressante en fait, c'est que la valeur depuis très très longtemps, parce que ça depuis la Grèce antique on se pose ce genre de questions assez étrangement. Il y a deux types de valeurs. Il y en a une en fait très majoritaire il y a quelques années qui est la valeur objective. La valeur objective, elle est d'une certaine façon financière. On fabrique un produit, donc on a un coût. On a un coût à la fois pour le fabriquer avec les composants. On a un coût en fait sur le travail des personnes, on a un coût de distribution, etc. Et ensuite on va gagner de l'argent avec ça. Et donc ça c'est une valeur qu'on appelle objective. Et donc là ce qu'on va chercher à faire en fait c'est justement augmenter l'écart possible. Chercher le juste prix, on est dans toutes les techniques autour du productivisme. Et puis il y a une autre notion de valeur très différente, qui est la valeur subjective. Là, il y a l'humain qui rentre en ligne de compte, et cette valeur, en fait, elle n'est pas liée du tout aux agrégats qu'on vient d'évoquer. Elle est liée plus aux représentations des personnes, à leurs besoins, aux besoins qu'ils ont, et c'est quelque chose qu'on retrouve notamment autour de la partie consommateur et ce qu'on appelle en fait la désidérabilité d'un produit. Donc il y a ces deux notions qui sont très différentes autour de la valeur, et la tendance actuelle, notamment avec l'agile, c'est de se rapprocher, d'inclure de plus en plus de valeurs subjectives. Alors ça c'est des éléments sur la valeur qui proviennent de la conférence de Moira de Groot à Flocon l'année dernière. Je lui ai repiqué ses planches, son dessin. C'est qu'en fait la valeur, elle est composite et elle est parfois très contradictoire. Pour avoir fait l'expérience, en fait, vous demandez à plusieurs personnes en fait, d'exprimer la valeur en fait, sur le produit des parties prenantes. Ils vont l'exprimer sous un angle différent et parfois ces deux visions sont opposées. C'est qu'on peut tirer d'un côté mais ça va aller à l'encontre de l'autre et ainsi de suite. Donc ça c'est quelque chose qui est inhérent parfois à la notion de valeur. C'est qu'elle dépend du point de vue et elle peut être contradictoire sur le même produit. L'autre élément, c'est que l'exemple qu'elle donne est très intéressant. En fait, vous êtes en train de mourir de faim, et là, vous arrivez en plein désert, en face d'un restaurant de hamburgers. Et donc là, vous avez tellement faim que ce hamburger, il va avoir une valeur énorme pour vous. Du moins la première bouchée, parce qu'après la deuxième bouchée, vous avez déjà un petit peu moins faim. La troisième bouchée, ça a encore moins de valeur. Et peut-être que si vous n'aimez pas trop les hamburgers, à la quatrième bouchée, vous direz « finalement, c'est assez écœurant ». Donc ce qu'on voit ici, c'est que la valeur, elle n'est pas du tout linéaire, l'apport de valeur, et elle dépend fortement du point de départ. Donc on voit que cette notion de valeur n'est pas simple.
Il y a ce schéma aussi qui est très intéressant, qui fait une sorte de pyramide des besoins, qui sont structurés avec des besoins fonctionnels en bas. On a par exemple le gain de temps, le besoin de gagner du temps. On a le besoin par exemple, je ne sais pas, de réduction des risques, de gain d'argent. Et puis on en a d'autres au niveau du dessus qui commencent à être des besoins psychologiques, des besoins anti-stress. On a des besoins de bien-être, d'attractivité, de divertissement. Et puis plus on monte, plus les besoins deviennent d'une certaine façon un petit peu transcendants. On va avoir tout ce qui est épanouissement personnel au niveau du dessus, motivation, affiliation, appartenance. Et puis on arrive ensuite sur le dépassement de soi. Donc ici, tout ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a tout un ensemble de besoins possibles et qui peuvent être structurés d'une certaine façon, mais on voit qu'on n'est pas toujours uniquement, quand on se passe du point de vue d'une personne humaine, sur des besoins, en fait, par exemple, de gain d'argent ou des besoins très opérationnels. On peut avoir d'autres notions qui apparaissent. Alors, moi, tout ça, ça me semble quand même flou. Je ne sais pas, quand on a vu travailler sur ce sujet. Alors, je voudrais savoir si, dans la salle, qui est intéressé pour avoir une définition de la valeur pour essayer de nous sauver? OK. Ouais, c'est modéré quand même. Hein. Vous ne voulez pas de définition? Eh bien, j'ai une super définition. La valeur est un résultat désirable pour une partie prenante dans un contexte précis. C'est super. Alors, vous êtes heureux? Vous êtes content avec ça? Bon, alors en effet, cette définition, elle est intéressante, mais bon, ça va être un peu difficile à actionner. Alors on va continuer à creuser un petit peu le sujet. Et donc là, on va partir dans quelque chose de complètement différent, qui est la notion de complexité. Est-ce que vous savez ce que c'est, cette image-là? Quelqu'un? Personne? Ouais, c'est la Sagrada Familia. En fait, c'est le toit de la Sagrada Familia, en fait, à Barcelone, d'Antonio Gaudí. Donc, on est en fait ici dans la structure en fait du toit vu d'en dessous. Et donc, on va parler de complexité. Au passage, c'est intéressant parce que c'est un bâtiment qui se construit depuis je ne sais pas combien d'années, en fait, et puis qui fonctionne dans un mode étrangement itératif, incrémental. Alors, j'ai une question. J'ai 3 questions, en fait, successives. Qui connaît... Alors, ça s'écrit cinéphile, mais ça se dit canévine. Qui connaît? Donc, levez la main, ceux qui connaissent, en fait. Je vais donner un indice. C'est un framework, en fait, pour évoquer les niveaux de complexité dans un système. Ceux qui connaissent, vous pouvez lever la main. Donc, j'ai vu une main, 2 mains. Ah oui. Alors ensuite, dans les 2 qui ont levé la main... Ah, 3. Dans ceux qui ont levé la main, qui est capable de l'expliquer? Aucun. Et qui l'utilise? Donc, du coup, personne. Donc ce que je vous propose, c'est de vous le présenter rapidement. C'est quelque chose en fait qu'on voit beaucoup dans les conférences. C'est souvent utilisé dans les conférences, mais je trouve rarement présenté. Et ça a tellement de valeur, pour le coup, que je pense que c'est intéressant d'en parler. Qu'est-ce que c'est Cynefin? Donc en fait, c'est un modèle. Donc comme tous les modèles, c'est très synthétique et ça ne fait que modéliser d'une certaine façon. Ça peut être faux, mais c'est vraiment intéressant. L'idée, c'est de dire on a un système. Dans ce système, en fait, on a des acteurs et ces acteurs vont interagir. Un système, c'est n'importe quoi qu'on a autour de nous. Vous pouvez travailler, par exemple, en binôme. C'est un système. Une équipe, c'est un système. Alors, un département, une entreprise, tout ça, c'est un système. Un couple, c'est un système. Une famille, une cellule familiale, c'est un système. Et autour d'une activité particulière, on peut très bien aussi avoir un système, un groupe de travail, n'importe quoi. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de s'intéresser à la complexité qu'on retrouve dans ce système-là, et de savoir dans quelle case on tombe. On commence par en bas à droite, simple. Donc la complexité simple, c'est facile, c'est que quand il se passe un événement, le lien de cause à effet est évident pour tout le monde. Donc si je lâche en fait ce petit pointeur, tout le monde va pouvoir me prédire en fait qu'il va tomber, et peut-être se casser en arrivant en bas. Ensuite, on a compliqué, en haut à droite. Compliqué, c'est qu'on a encore ce lien de cause à effet, mais il faut avoir un bon savoir-faire, une bonne expérience pour le déterminer à l'avance. Ensuite, on va avoir le niveau chaotique. Donc le niveau chaotique, on n'a plus du tout de lien de cause à effet. On est vraiment dans un milieu très dangereux, généralement, parce qu'on n'arrive pas du tout à avoir ces liens. Et puis il y a le niveau complexe qui est intermédiaire entre le compliqué et le chaotique. Lui, il va être très intéressant parce qu'on n'a plus ce lien de cause à effet de manière en prédiction, mais on est capable parfois de le déterminer a posteriori. Mais il y a tellement de paramètres qui bougent
qu'en fait, on n'est pas capable de prédire à l'avance ce qui va se passer dans un système complexe. Alors, il y a un 5e niveau qui est l'inconnu. Ce niveau-là, c'est juste de dire qu'on ne connaît pas la complexité de notre système. On ne l'a pas déterminé. Et donc, pourquoi c'est intéressant, en fait, ce sujet, c'est que la réponse, c'est-à-dire le comportement qu'on va vouloir avoir dans un système, va en fait dépendre de son niveau de complexité. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. On va regarder un petit peu, vous allez commencer à toucher du doigt de quoi il s'agit. Donc ça, c'est une version francisée, en fait, du framework. Donc, dans le simple, un exemple, une recette de cuisine. Recette de cuisine, vous faites la recette, et c'est parfait, ça va faire la recette. Évident. Alors là, c'est bof, parce qu'en fait, ce petit gâteau-là, moi, pour mes filles, c'est facile à faire, je pense, mais pour moi, c'est compliqué. Donc en fait, on voit que le lien ici entre évident et puis compliqué dépend en fait finalement des acteurs et de leur savoir-faire. Néanmoins, c'est intéressant, on peut avoir des recettes plus simples que celle-ci et qui vont être simples pour tout le monde, ou presque. Ici, on est dans les meilleures pratiques. On peut se mettre d'accord sur les meilleures pratiques, les meilleures recettes de gâteaux, par exemple. Au-dessus, on est dans le compliqué. Et là, donc, typiquement, c'est construire un avion. Pas le premier avion, mais des avions pour une entreprise qu'on a déjà fabriqué. Et donc là, on est ici dans le domaine de l'expertise. C'est l'expertise, elle va être reine ici, parce qu'elle va être capable, en fait, de prédire les liens de cause à effet. On est ici dans les bonnes pratiques. On n'est plus dans les meilleures pratiques, mais dans les bonnes pratiques qui sont liées à un contexte donné. Mais en tout cas, on sait faire ça. Ici, dans les avions, au passage, c'est quelque chose qu'on sait. On utilise souvent le cahier des charges dans ce domaine de compliqué. C'est le lieu du cahier des charges. Ici, on peut travailler en fait en cycle en V, par exemple. C'est totalement compatible en fait, et c'est un mode de fonctionnement qui est intéressant parce qu'on maîtrise tout. Et dans tout ce qu'on vient de voir, en fait, on est dans des domaines prédictifs. On sait à l'avance ce qui va pouvoir se prédire. Ce qui va se passer en fait quand on va faire quelque chose dans ce système-là, quand on va agir dessus. En bas à gauche, le chaotique, c'est fuir un incendie. On va chercher à sortir le plus vite possible et on ne sera peut-être pas capable de dire ce qui s'est réellement passé a posteriori, et si on a réussi à sortir pourquoi, et si on n'a pas réussi à sortir pourquoi. On ne peut pas rester là-dedans longtemps. Réponse rapide, pratique novatrice, on n'a jamais fait ça, donc on est vraiment dans l'innovation, entre guillemets, ou sans guillemets, pour sortir de la situation. Le complexe, c'est élever un enfant. Élever un enfant, on est dans l'humain, et là, on n'est plus dans le compliqué. Certains diront que parfois, on est dans le chaotique, ça peut arriver. Ok, mais globalement, généralement, on est plutôt dans quelque chose de complexe. Ici, avec un enfant, si vous voulez lui faire manger en fait, des épinards, pour la première fois, par exemple, ou du chou-fleur, vous ne pouvez pas prédire à l'avance ce qui va se passer. Et pire, c'est que la deuxième fois que vous retenterez, il ne se passera peut-être pas la même réaction. Et vous pouvez même être expert en fait de la pédagogie pour enfants. C'est pas sûr que vous arriviez à lui faire manger un mets qu'il n'aime pas, par exemple. Et je parlais juste du chou-fleur. Voilà, et dans ce cas-là, ça peut devenir chaotique. Donc voilà en fait ce qu'on veut dire. Et ici, qu'est-ce qu'on fait finalement en fait avec un enfant? On a tendance naturellement à faire des expérimentations. On va tester une action, on va regarder si ça fonctionne. Si ça fonctionne, super. On va rester sur cette action, on continuera peut-être la prochaine fois. Si ça ne marche pas, on va pivoter, on va chercher à trouver une nouvelle stratégie. Ici, les pratiques, elles sont émergentes. On n'est pas dans des bonnes pratiques. Dans le complexe, on est sur des pratiques qui doivent émerger du terrain. Et on espère juste que ces pratiques, elles vont durer suffisamment longtemps quand elles vont fonctionner, parce que ce n'est pas dit qu'elles durent longtemps. C'est quoi la différence entre pratiques émergentes et pratiques novatrices? Alors, c'est que ici... Pour moi, dans la partie émergente, on va les faire émerger par les experts. On a un certain temps pour essayer de réagir. Ici, on n'a pas de temps de réaction. On est sur des choses très très rapides à mettre en œuvre. Donc on va tester des choses très très vite. Et donc, ce qu'on a vu à gauche, on est dans des systèmes plutôt adaptatifs. On va devoir s'adapter à la réaction du système quand on va envoyer un signal dedans. Et donc, c'est totalement différent dans la manière de traiter le comportement qu'on va avoir dans le système. Donc si on revient en fait à nos notions de valeur de manière très succincte, là j'expose un avis qui est peut-être discutable, mais quand on regarde ces deux notions, valeur objective, valeur subjective, moi j'ai tendance à les placer comme ça. La valeur objective, je la place plutôt dans du compliqué,
On a évoqué productivisme, on va chercher à optimiser des chaînes de production, etc. Alors ça, c'est discutable. Ce qui est moins discutable, c'est que la partie subjective, pour moi, elle est clairement dans le complexe, puisqu'on va interagir avec de l'humain et on ne va pas savoir à l'avance comment un humain va se comporter quand on va lui amener le produit. Il va falloir qu'on le teste. Et quel que soit le produit, en fait, informatif ou pas. C'est ça l'idée ici qui se cache derrière cette planche. Elle peut être conditionnée. Pardon? Elle peut être conditionnée. Quoi donc? L'humain. On peut le conditionner, c'est ça? L'influencer? Oui. Alors peut-être, mais là en fait... C'est un problème, je veux dire, c'est pas quelque chose D'accord. qui est normal. Oui, alors je... Conditionné par un contexte extérieur. Alors tout à fait. Alors, en plus, l'humain est très influencé par l'extérieur. Donc vous êtes dans une entreprise, vous faites du logiciel. En fait, vous n'êtes pas tout seul en fait, avec votre base d'utilisateurs. Eux, ils ont d'autres logiciels qu'ils utilisent dans leur quotidien, et de plus en plus. Et donc du coup, ça les influence fortement, alors qu'en fait, dans votre relation, c'est une partie de la relation qui échappe complètement, en fait. En écartant même la partie déjà humain d'apprécier les éléments, on est influencé par l'extérieur et les changements qui peuvent apparaître, par exemple, sur les types d'applications, sur les téléphones ou ce genre de choses. Alors, je voulais juste boucler là-dessus, dans le complexe. Comment on travaille dans le complexe? Donc, Cynefin, il nous dit, il faut explorer, évaluer, répondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut découper le temps et avoir des boucles de feedback très rapides pour pouvoir avoir nos retours sur nos signaux. Ici, on est dans un domaine où l'expertise, elle ne suffit plus. Et on va revenir là-dessus plus tard. L'expertise, là, ça ne suffit plus pour être prédictif. Les solutions, on va les faire émerger. Et pour ça, en fait, on va faire collaborer tous les experts ensemble, et en particulier les parties prenantes. C'est comme ça qu'on travaille dans ce mode complexe. Dans ce système, cette complexité-là, toute idée qu'on peut avoir par rapport à l'intérêt ou la pertinence d'une idée, d'une fonctionnalité ou ce genre de choses, ce n'est qu'une hypothèse. Il faut vraiment considérer ça, qu'on enlève toutes nos certitudes en fait, sur les bonnes idées qu'on a. Et on va devoir les tester une à une. Et donc pour ça, on va avoir besoin de mesures, on verra pourquoi. Et puis, c'est là qu'apparaît généralement une partie de la notion de valeur. Ça ne vous rappelle rien, ce que je vous ai décrit là. Boucle de feedback rapide, la collaboration entre tous les experts. On est au cœur en fait des pratiques agiles. L'agilité est faite pour adresser du complexe. Et donc ici, le cahier des charges ne marche plus. Parce qu'on ne sait pas prédire, un cahier des charges, c'est prédictif. On est dans une démarche prédictive, on va demander clairement ce qu'on veut comme produit, et puis on peut le réaliser, mais on ne sait pas du tout si ça va fonctionner, auprès d'utilisateurs typiquement, auprès d'un marché qui fluctue. On va regarder, on va faire un petit détour par les biais cognitifs. Alors, on va partir déjà sur ça. Qui, dans la salle, voit que la table A est plus longue que la table B? Vous pouvez lever la main. OK. C'est la majorité. OK. Alors, globalement, en effet, la table A est vue par le cerveau comme plus longue. Donc, ceux qui n'ont pas répondu, je ne sais pas si vous voyez l'inverse ou si vous hésitez à répondre. Le cerveau, en fait, va clairement nous dire que la table A est plus longue, parce que la table A, on voit bien, il y a une perspective. En tout cas, le cerveau l'interprète directement. Alors, j'ai fait une translation et une rotation dans PowerPoint. Je vous promets que je n'ai pas trafiqué. C'est vraiment une... Et donc, en fait, évidemment, elles ont exactement la même longueur et la même forme au niveau du plateau. Notre cerveau, en fait, ici, il nous trompe, parce qu'il a tellement l'habitude de voir les choses en relief, et on n'a pas du tout conscience de ça. Et maintenant que je vous ai dit qu'elles ont la même longueur, votre cerveau vous dit encore, non, A est plus long que B. OK. Il faut savoir, en fait, que vous avez... on a tous 30% de notre cerveau qui sert à la vision, et qui sert à comprendre la vision et le monde qui nous environne. Donc c'est la partie la plus importante du cerveau. Maintenant, on va s'intéresser à, oui, mais le reste du cerveau, donc on a moins de 30% qui va s'intéresser en fait à tout ce qui est choix, les prises de décision qu'on fait. Donc regardons un petit peu ce qui se passe au niveau des choix. Alors ça, c'est un petit extrait de Brain Game, une série, je fais de la pub, mais c'est une série de National Geographic qui est vraiment super, qui parle évidemment du cerveau, qui a sur Netflix, il y a quelques saisons encore sur Netflix, pour ceux qui ont Netflix, je ne sais pas pour les autres. Et donc c'est vraiment intéressant, cette saison-là n'existe plus sur Netflix. Mais je vais vous expliquer en fait ce petit exercice-là.
L'idée, c'est que vous allez au cinéma. C'est une série qui doit se passer aux États-Unis, je suppose. Et puis vous voulez acheter du popcorn. Vous avez le choix entre un petit paquet ou le grand paquet. 3 €, alors c'est des dollars, mais j'ai mis des euros. 3 €, 7 € pour le grand. Qu'est-ce qui se passe quand on propose ça aux gens? Eh bien, en fait, les gens majoritairement prennent le petit paquet. Pourquoi? Quand on leur demande, ils répondent, c'est évident, hein, c'est que 7 € c'est trop cher pour du popcorn. Non? Clairement, c'est la réponse unanime qui donne. Super. Et puis, nouvelle expérience. On rajoute au milieu un paquet moyen à 6,50. Alors 6,50, c'est pas anodin, 6,50 c'est très proche du 7. Et là, qu'est-ce qui se passe? Personne ne prend le paquet moyen. Donc c'est super, on vient de rajouter un truc que personne ne prend. Donc, probablement aucune influence. Tout le monde prend le 7. Et quand on demande, ils disent oui, 7 c'est une super affaire pour du popcorn. 7 €, super affaire. Et donc, précédemment, on avait tout l'inverse en termes de choix, d'explication du choix fait par les gens. Et juste après avoir rajouté cet élément qui ne sert à rien, on change totalement le point de vue et les gens sont convaincus d'avoir fait le bon choix. Ça porte un nom, hein, c'est l'effet leurre. C'est que l'élément qu'on rajoute au milieu, il va totalement changer la manière dont le cerveau va prendre ses décisions et comparer les choix. Et on a beau connaître en fait cet effet leurre, c'est très difficile en fait de le contrer. Tout comme tout à l'heure en fait sur l'illusion d'optique. C'est généralement une manipulation. Donc dans le marketing, c'est très connu. Vous pouvez avoir ça, il y a plein d'exemples en fait assez connus. Donc notamment les abonnements, où dans les abonnements, vous avez exactement ce cas-là. Alors, ce que je viens de vous présenter d'une certaine façon, en fait, ça vient de ce monsieur, Dan Ariely, en fait, qui a un TED qui est vraiment super intéressant sur ce sujet des biais cognitifs. Et lui, il donne un exemple justement sur un abonnement. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il est très difficile d'accepter l'idée même en fait que nous avons en fait l'illusion de prendre une décision, alors plutôt que de réellement décider. Donc nous, humains, on n'arrive pas à comprendre que les prises de décision qu'on fait sont des illusions de prise de décision. On est convaincu qu'on fait les bons choix. Il donne un autre exemple, Dan Ariely, celui-ci, dans un domaine qui est intéressant parce que c'est un domaine d'expertise, les médecins. Et nous, dans l'informatique, on est des experts sur nos différents domaines. Là, on est dans des experts aussi. Et il y a une influence encore plus forte parce qu'évidemment, il y a la santé du patient qui est en jeu. Les médecins, dans l'exemple qu'ils donnent, en fait, c'est des études qui ont été faites sur des patients qui avaient des problèmes de hanche. Et on avait testé toutes les solutions possibles pour enlever leur douleur de hanche. Et on était arrivé à les inscrire en fait, dans un programme pour leur mettre une prothèse de hanche. Ils étaient inscrits dans ce programme-là. Et là, on pose la question aux médecins. Donc, évidemment, c'est un test. On leur dit, voilà, en fait, on a regardé le dossier médical et on s'est rendu compte que vous avez oublié de tester sur le patient l'ibuprofène contre ses douleurs. Et là, on demande au médecin qu'est-ce qu'il fait. Le médecin, en fait, il va décide tous en fait, de le sortir, en fait, le patient, de ce remplacement de la hanche et de lui faire tester l'ibuprofène. Donc on est rassuré parce que c'est quand même beaucoup moins coûteux, dangereux, enfin, voilà. Et ça va peut-être fonctionner. Mais qu'est-ce qui se passe quand au médecin on lui dit « Ah, vous avez oublié de tester l'ibuprofène et le peroxycam ». C'est super, hein, on a 2 trucs qu'on n'a pas testés, quoi. Et bien là, tous les médecins, sans exception, choisissent de laisser le patient dans le remplacement de la hanche. Et ils sont sûrs d'eux, ils sont sûrs d'avoir fait le bon choix. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, le fait de rajouter un choix aussi simple que ça, c'est qu'en fait, il doit juste ensuite choisir, je prends lequel, je testerai plus tard l'ibuprofène ou le peroxycam, le cerveau est totalement, il disjoncte. Et donc là, on a un choix par défaut qui a été fait. Et ce choix par défaut, c'est un biais cognitif énorme. Donc ça, c'est en plus un biais qu'on connaît, nous, généralement beaucoup dans l'informatique. On enclenche une initiative. Et puis ensuite, on se dit, peut-être que c'est pas la bonne. Oui, mais elle est enclenchée. Donc c'est très très dur, en fait, de revenir en arrière et de la stopper. Même si on a des arguments très, très forts pour dire qu'elle va dans le mur. Bon, c'est un exemple. Et donc là, en fait, ces médecins experts sont totalement dans un biais cognitif sans s'en rendre compte. Donc il y a d'autres références en fait, autour des biais cognitifs, c'est vraiment très très intéressant, il y en a beaucoup. Il y a même des travaux qui évoquent le fait que les prises de décision sont assez aléatoires et liées souvent en fait, au passé et aux émotions de la personne. Donc c'est un sujet intéressant. Et donc pourquoi je parle de ça? Ça a une justification dans ce qui va venir.
ce qu'on va regarder justement, c'est qu'il y a certaines entreprises qui ont commencé à s'intéresser en fait aux impacts qu'elles produisaient quand elles développaient des fonctionnalités. Et on va regarder ce qui se passe. Notamment il y a Google et Microsoft en fait, qui ont travaillé beaucoup là-dessus et qui ont publié des travaux. Donc l'idée en fait, c'est de dire j'ai une fonctionnalité, je vais l'expérimenter. Ça veut dire que quand je définis ma fonctionnalité, je définis l'impact que je veux avoir. Je la mets en œuvre, je regarde l'impact, je l'ai ou je ne l'ai pas. Si je ne l'ai pas, c'est que je me suis trompé. Ma fonctionnalité ne va pas dans le sens où je veux. Elle n'apporte pas la valeur que j'avais prévue. Par contre, et dans ce cas-là, je vais devoir la démonter. Par contre, si j'ai bien la valeur, je suis content, j'ai réussi à avoir une fonctionnalité positive. Qu'est-ce que ça donne ? Chez Microsoft, ça donne ça. Un tiers des expérimentations donnent des résultats positifs, les impacts attendus, les résultats attendus. Super. Un tiers ne génère pas de résultats. Donc là, on n'a créé que de la dette logicielle, en quelque sorte. Donc là, il faut absolument démonter en fait ça, parce qu'on va le maintenir, mais ça n'apporte pas du tout la valeur qu'on attendait. Et un tiers apporte un résultat négatif. Donc là, il ne faut surtout pas garder ça. Donc eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font la mesure. Et quand on ne fait pas la mesure, on peut peut-être imaginer avoir une répartition similaire en fait, de l'ensemble des activités. Dans le même article, ils évoquent Google et Bing. Donc Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft, qui sont plus sur un domaine encore d'expertise. Eux, ils disent qu'en fait, ils n'ont que 10 à 20% des expérimentations qui génèrent des résultats positifs. C'est encore pire. C'est encore pire que ça, et on pourrait supposer qu'au contraire, ils maîtrisent encore plus globalement leur périmètre. Et quand on appelle résultat positif, c'est le résultat attendu ou c'est un résultat qui est positif? Parce qu'on peut avoir un résultat positif qui n'est pas celui attendu. Alors, oui, mais sauf que là, on travaille en termes... Alors oui, c'est possible. Ce qu'il y a, c'est que généralement, quand on fait un logiciel, on cherche à atteindre des objectifs en fait, avec une fonctionnalité particulière. Peut-être qu'en effet, on peut avoir d'autres résultats, ça serait intéressant. Là, ils sont partis, pour moi, dans l'expérimentation, à vérifier qu'ils avaient les impacts qu'ils attendaient. Et il y a un autre élément qui est intéressant, c'est qu'en synthèse, la personne qui a écrit l'article, qui est un des co-auteurs, dit que bon, globalement, la grande majorité des idées, quand on les expérimente, elles échouent. Mais en plus, les experts sont incapables de déterminer les idées d'expérimentation qui sont les plus prometteuses. Ils se trompent même là-dessus. Donc dans les 30%, ils ne parient même pas nécessairement là-dessus. Donc on voit bien que dans ce domaine-là, on voit qu'on est dans du complexe, en fait, finalement. Les experts, ça rejoint ce qu'on disait, ils sont plus capables de prédire. En tout cas, c'est très très difficile et ça devient impossible en soi de prédire. On va commencer à creuser un petit peu qu'est-ce qu'on tire en fait de tout ce qu'on vient de voir, parce qu'on a vu plusieurs choses. Eh bien, la première chose à reconnaître, c'est qu'en fait, on ne sait pas. Et c'est une démarche très difficile à faire pour pas mal de personnes, c'est de se rendre compte qu'en fait, on ne sait pas. On peut avoir quelqu'un qui va demander en fait une fonctionnalité. Il faut réussir à lui faire comprendre que finalement, comment il sait que c'est la bonne fonctionnalité en fait. Donc c'est la première chose, parce que nos biais cognitifs sont tels. En plus, dans le complexe, on ne sait pas comment réagissent les utilisateurs, etc. On ne peut plus travailler comme ça. Donc toute idée doit être considérée comme une hypothèse. La deuxième chose, c'est qu'on va devoir se focaliser sur les impacts qu'on attend, et pas sur les livrables qu'on cherche à mettre en œuvre. Et donc justement, il y a une différence qui est peut-être simple à comprendre, mais qu'il y a des fois beaucoup de personnes qui ne réfléchissent pas comme ça. C'est la différence entre livrable et impact. Ici, on a une recette de cuisine pour faire un cheesecake au chocolat. En fait, le livrable, c'est le gâteau, et c'est le résultat de l'achèvement d'une activité. Ça, c'est le livrable. Ensuite, ce gâteau, on va le donner à des enfants, et les enfants, ils vont être contents, ils vont avoir eu de plaisir à manger ce gâteau. Ça, en fait, c'est l'impact. Et généralement, c'est l'impact qu'on cherche à avoir quand on fait un gâteau. L'objectif, ce n'est pas juste de construire un gâteau. Sauf que dans le logiciel, quand on fait des logiciels, est-ce qu'on cherche à produire des livrables ou est-ce qu'on cherche à produire les impacts? Sachant que, petit détail, je reviens en arrière, c'est très facile d'influencer le livrable. Le livrable, on l'a sous notre contrôle. Par contre, en fait, l'impact, on ne peut que l'influencer et on ne peut pas le contrôler. Et donc c'est là où ça devient plus compliqué en fait. Donc intellectuellement, c'est plus difficile de penser en termes d'impact que de penser en termes de livrable. Donc c'est pour ça que parfois, on a certaines entreprises, équipes, qui pensent beaucoup livrable, plus que impact. C'est un changement de culture, un changement de posture.
Donc ça, c'est un exemple, c'est un retour, enfin, c'est un exemple réel en fait chez Pôle Emploi qui a été réalisé. C'est un POV, donc c'est un Proof of Value. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est intéressant dans ça? Donc, c'est un binôme en fait côté métier et DSI qui ont travaillé à faire émerger les objectifs, on va dire l'équivalent d'une initiative. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont travaillé ensemble et ils ont identifié 4 types de valeurs différentes et qui est déclinée. La première, en fait, c'est une sorte de valeur métier. C'est la valeur stratégique, en fait, pour l'entreprise. Quand on va faire ça, on est en train de discuter d'un certain nombre de valeurs stratégiques. Ensuite, on a la valeur pour les clients, qu'on différencie, en fait, de la valeur des utilisateurs. Parce qu'on n'a pas les mêmes notions. L'utilisateur, c'est celui qui va utiliser l'applicatif, mais au niveau du client, on peut avoir une différence, et donc c'est un autre type de valeur. Et ensuite, on a la valeur qui correspond au patrimoine. Patrimoine notamment informatique, patrimoine au niveau des compétences, par exemple. Et donc c'est très intéressant ce découpage, ça permet en fait d'avoir 4 typologies de valeurs et de chercher en fait tous les éléments de valeur qu'on trouve, à les faire émerger dans la bonne typologie. Et ensuite, au final, si on travaille en fait sur cette exploration, on trouvera les contradictions qu'on évoquait tout à l'heure, avec certains objectifs de valeur qui vont s'opposer, ou qui vont s'opposer directement, et donc il faut contrebalancer. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Un exemple tout simple, alors qui n'est pas ici, mais on reçoit des mails de plein de personnes dans une entreprise. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à automatiser la réponse des mails. On veut que les agents internes ne traitent plus ces mails-là. Donc on va l'automatiser. Super. OK. Mais est-ce que c'est le seul objectif de valeur? Parce qu'il y a une façon très simple en fait d'atteindre cet objectif de valeur. Si l'objectif c'est de réduire le temps des agents internes qui traitent les mails, c'est de renvoyer une réponse automatique en disant on a bien pris en compte votre mail, et puis de rien faire derrière, de jamais le traiter. Donc on voit bien qu'il y a une autre notion qui se cache, c'est qu'on cherche néanmoins à ce que le service client soit toujours bon et qu'on ne perde pas, par exemple, en image de marque pour cette entreprise ou pas. Donc là, on voit qu'on peut avoir des objectifs qui s'opposent, il faut trouver le bon équilibre. Alors on a dit qu'on se focalisait sur les impacts, mais il va falloir aussi se focaliser sur les mesures d'impact. Parce que les impacts, ça se mesure, et si on ne fait pas attention, on va tomber dans nos biais systématiques. Donc ça, c'est la mesure des impacts, c'est quelque chose qui devient incontournable. Ce qui fait que dans l'initiative que j'évoquais tout à l'heure, en face de chaque objectif, ils ont identifié les indicateurs qui permettaient de mesurer si oui ou non ça avait bougé. Et ces indicateurs, on met des éléments de où est-ce qu'on en est au début et où est-ce qu'on cherche à aller. Parfois, on n'a pas d'indicateurs mesurables. Dans ce cas-là, on va être plus sur des appréciations, des retours de personnes qui vont nous permettre de nous rendre compte si oui ou non ça va dans le bon sens, si on n'arrive pas à trouver... Donc c'est un mélange d'indicateurs mesurables et puis de retours. Au passage, petit détail, en bleu, en fait, ce sont des objectifs prioritaires. Et en blanc, indirectement, ça ressemble en fait à des objectifs secondaires qui plutôt contribuent aux objectifs prioritaires. Donc là, ici, ils n'ont pas fait cette analyse comme ça, mais on peut retrouver assez facilement, quand on commence à travailler là-dessus, certains objectifs qui contribuent à d'autres, et ça fait émerger les vrais objectifs, finalement, qu'on cherche à atteindre. Donc l'exercice est vraiment intéressant pour ça. Et on trouve aussi, au passage, qu'il n'y a aucun objectif prioritaire sur cette initiative, sur la partie utilisateur et la partie patrimoniale. Donc ça donne une vision vraiment très intéressante de pourquoi on fait finalement telle initiative et où sont les objectifs qu'on cherche à atteindre. Alors, est-ce que ça commence à être un peu plus clair, tout ce qu'on a dit là? Je vais faire un dernier passage sur la boucle de feedback. Ça, c'est quelque chose de très très important, et Arnaud a bien dit tout à l'heure que c'était souvent une des grosses difficultés dans les entreprises, c'est la boucle de feedback. Alors, c'est du DevOps. Ça s'appelle aussi du Continuous Delivery, mais globalement, nous, on travaille sous l'angle DevOps en fait, sur ce sujet-là. L'idée, c'est clairement que les équipes puissent développer du logiciel beaucoup plus vite, tout en étant, et de l'envoyer évidemment en production, tout en étant sécurisé sur ces envois très rapides en fait, de fonctionnalités en production. Donc c'est un travail à la fois entre les devs et les ops, mais beaucoup plus large que ça. Ça inclut en fait tous les acteurs qui travaillent en fait finalement autour du logiciel. On va avoir les métiers qui sont concernés.
et qu'il va falloir embarquer, les architectes, la sécurité, le management. Donc tous ces acteurs en fait, ont besoin en fait, de s'unir vers le même objectif. Nous, on fait ça avec des formations. Donc on est sur Safe. On fait des formations Safe DevOps, qui ont la particularité, c'est de ne pas être safe. Donc c'est fait par l'entreprise Safe, mais ça peut très bien fonctionner en fait à la maille d'une seule équipe. Et c'est ça qui fait qu'on arrive clairement à les déployer très facilement. Et ça se base en fait, on voit tout le processus ici, qui est utilisé dans le développement logiciel d'une certaine façon, une sorte de processus. C'est surtout toutes les compétences qu'on a besoin de faire et qui commence bien tout en haut par dire c'est quoi mes hypothèses. On parle bien d'hypothèses ici. Et évidemment, on va retrouver l'UX ici, on va retrouver la bonne conception, l'architecture des éléments. On synthétise dans des backlogs, par exemple. On développe, on construit, on teste de bout en bout, on envoie sur un environnement de staging, donc pré-prod. On déploie en prod sans activer. On vérifie, c'est-à-dire qu'on teste en prod que ce qu'on vient de livrer, la fonctionnalité qu'on vient de livrer fonctionne. On supervise et on s'assure que les nouveaux indicateurs qu'on amène avec nos fonctionnalités pour en mesurer la valeur sont là. Parce que quand on a mis nos hypothèses, là, on a identifié comment on allait valider nos hypothèses, avec quels indicateurs. Donc on peut amener les indicateurs en même temps. Il faut, si on ne les a pas. Ça, c'est tout ce qui est réponse aux problèmes de prod. Ici, seulement, on active à la demande. On stabilise, on mesure la technique, mais aussi le métier, les apports d'impact. Et l'apprentissage ici, c'est de se rendre compte si l'hypothèse elle est bonne ou pas. Et si elle n'est pas bonne, on doit changer de stratégie. Donc ça, c'est simplement un outil qui est utilisé en fait, pour développer, en fait, expliciter les différentes compétences. Et il y a une mesure de maturité associée qui permet de se rendre compte à peu près à quel niveau on se trouve. Petit exemple, c'est une citation en fait, d'Amazon qui n'utilise pas ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. C'est que chaque équipe chez Amazon peut réaliser une révolution complète en moins de 24 heures. Donc c'est juste pour illustrer l'aspect DevOps. Une entreprise chez Amazon, entre le moment où elle a une idée à tester, il lui faut moins de 24 heures pour l'envoyer en prod et avoir les retours de ses utilisateurs. C'est ça l'idée qu'on cherche à déployer petit à petit avec des initiatives DevOps. Et ce qu'on cherche à faire, évidemment, c'est réduire la boucle de feedback. La conclusion sur la partie prise de conscience. C'est juste une synthèse. Donc la valeur, déjà, c'est pas simple. Pour avoir creusé le sujet, je pense que vous avez saisi, c'est pas simple du tout. Cynefin, ça nous aide parce qu'en fait, ça nous permet d'agir avec le bon niveau, le bon comportement dans le système dans lequel on est. Et au passage, c'est quelque chose qu'on peut utiliser n'importe où. Vous pouvez utiliser ça à la maison aussi si vous voulez. Cynefin, ça s'applique à la maison, ça s'applique un peu ailleurs, où vous voulez. Et c'est assez intéressant de vous rendre compte si on a la bonne démarche, le bon comportement en fonction de la complexité du problème ou pas. Si vous êtes dans des associations aussi, c'est assez amusant. La valeur, elle a tendance à passer beaucoup plus maintenant du compliqué vers le complexe. On a des biais en fait, qui sapent nos prises de décision. Et donc, là, l'idée principale, en fait, c'est de considérer que toute idée n'est qu'une hypothèse. Ensuite, pour pouvoir adresser ça, il faut penser en termes d'impact, mais pas que. Il faut penser en mesure d'impact, notamment à cause des biais. Il faut absolument accélérer la boucle de feedback, ça faut pouvoir le faire, parce que sinon on n'arrive jamais à avoir les retours suffisamment tôt, et du coup on n'apprend pas. Et donc globalement, il faut apprendre à travailler totalement différemment. Donc ça, c'est la synthèse en fait de la partie sensibilisation, la prise de conscience, et ça, c'est des choses qu'on fait massivement, qu'on essaye de faire massivement, autant que possible dans l'entreprise sur ce sujet-là. On va regarder maintenant comment, justement, on passe à l'action sur ce sujet. Donc c'est des exemples, parce que c'est des exemples qu'on fait chez nous. Et après, ça s'applique chez nous, mais ça s'appliquerait, c'est adapté en fonction du contexte. Donc déjà, le sujet est très très vaste. Donc j'ai fait un choix de quelques éléments, quelques idées, parce qu'on pourrait y passer des heures à présenter tout ça. Donc ça va être assez succinct. La première chose, comme je le disais, c'est sensibiliser. Donc ce sujet, on a une formation aux valeurs qui en parle pendant une journée entière. Donc qui a détaillé la partie qu'on vient de faire en quelques dizaines de minutes sur une journée. On a des formations DevOps dans lesquelles on rajoute tous ces éléments-là en plus, en parallèle, de manière à ce que les gens comprennent bien le pourquoi en fait, on s'intéresse par exemple aux hypothèses, et que les idées soient des hypothèses. On a des webinaires, etc., enfin plein de choses sur ce sujet. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième, c'est qu'il faut comprendre bien le problème qu'on cherche à résoudre. Et ça, c'est une problématique au quotidien. On a tendance à passer très très vite à chercher des solutions.
Et donc il y a cette citation d'Einstein qui est vraiment intéressante. Il dit « Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à trouver la solution. » C'est vraiment intéressant parce que plus vous creusez en fait un problème sur « c'est quoi mon problème ? Comment je l'exprime ?» la façon de l'exprimer va totalement influencer la solution ou les solutions que vous allez faire émerger. Donc il faut explorer les problèmes. Au passage, sur ce sujet, sur la valeur, en fait, il arrive parfois, enfin on est parfois sollicité sur des initiatives qui sont déjà lancées. Ok, on est parti sur ce périmètre, super. On voudrait mettre une approche valeur. Les devs commencent dans 1 semaine. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, c'est souvent trop tard. Pourquoi c'est trop tard? Enfin, c'est trop tard pour mettre toute la démarche. Parce que si on commence à creuser, bah oui, mais pourquoi cette initiative? Comment vous la décrivez? C'est quoi ses objectifs? Ah, d'accord, c'est ça ses objectifs. Mais ça va remettre en cause, probablement, si on n'a pas eu une démarche justement orientée valeur, objectif, indicateur, ça risque de remettre en cause en fait les choix qui ont été faits. Donc c'est quelque chose qui s'initie au début de l'initiative. Et ensuite, c'est comprendre le problème. Là, on est dans quelque chose qui est de l'UX. On va faire des interviews, des immersions sur le terrain, etc. Il y a des petits outils connus, hein, Value Proposition Canvas, là, la partie à droite. Là, c'est des outils autour de l'UX qui sont connus pour creuser en fait, les problèmes. Alors, travailler main dans la main. Donc là, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc là, on a vu tout à l'heure que dans le complexe, il fallait mettre en place une collaboration entre tous les experts et les parties prenantes. Et donc là, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile dans les entreprises. Réussir à faire travailler le métier avec des architectes, avec le développeur, avec la sécurité, etc. Comment nous, on s'y prend? C'est ce qu'on va regarder dans cette partie-là. Un des éléments, c'est de travailler sur la partie objectif, indicateur, etc. Donc challenger les équipes qui travaillent là-dessus pour pouvoir justement réussir à faire émerger ce qu'on évoquait tout à l'heure, les tableaux qu'on évoquait, et prendre une prise de recul intéressante. Ensuite, on a, côté UX, on a une démarche en fait basée sur une mallette, qui est un ensemble d'outils, de cartes, etc. Et sur les cartes, il y a tout un ensemble d'ateliers possibles pour guider en fait une démarche UX dans le contexte soit d'une équipe, soit d'une initiative. Il y a des experts UX qui sont aussi en support avec pour objectif que les équipes soient le plus autonomes possible. Donc on a ce service qui permet justement d'intégrer en fait toutes ces capacités UX quand on en a besoin. Et dernière chose, on a nos PI planning. Alors pour le coup, c'est du safe. Qu'est-ce qui se passe en fait? On va avoir des gens qui vont être réunis dans les PI planning pendant 2 jours et qui vont faire de la planification. Ils ne vont pas faire que ça. Ils vont s'intéresser à comprendre en fait pourquoi on enclenche telle fonctionnalité, à quel objectif en fait elles doivent répondre. Et donc là, on a des discussions justement du métier jusqu'aux développeurs qui discutent ensemble. On va avoir les architectes, on va avoir tous les experts qu'on évoquait tout à l'heure. Donc pour nous, c'est un des moyens en fait qu'on a trouvé pour réussir à créer cette collaboration entre tous les experts. Donc ensuite, il faut tenir bon, parce que c'est long. Le chemin est très très long en fait pour développer toutes ces pratiques-là. Nous-mêmes, on se l'applique sur nous, équipe coach agile, et c'est parfois très difficile en fait de prendre ce recul et on a tendance à retomber très facilement dans nos biais et dans nos habitudes d'avant. Donc c'est vraiment très très long dans l'entreprise pour faire émerger en fait ça. Et donc vous, en fait, vous devrez de votre côté, si une démarche comme ça vous cherchez à la mettre en œuvre ou la renforcer, c'est à vous de trouver en fait les manières de faire, les manières d'amener en fait ces démarches autour de la valeur. Alors, on va finir par un petit jeu. Ouais, parce qu'il y a un truc particulier en fait qui a de la valeur pour moi. Et donc l'idée en fait, ça va être de faire d'une pierre deux coups. Et donc si vous êtes d'accord, je vais vous demander de vous lever, tous. Et on va faire un petit exercice ensemble. Et vous allez voir ensuite la valeur subjective en fait qu'il y a derrière ça. Alors vous faites attention parce que ce que je vais vous demander, c'est de doucement courir sur place. Alors, allez, c'est parti, on court tous ensemble. Voilà, super. Allez, 5, 6, super. On a couru 10 secondes, merci à vous. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc là, on est vraiment dans la valeur subjective, vous pouvez vous rasseoir si vous voulez. Eh bien, je cours aux 20 km de Paris, en fait, pour faire connaître l'association Pédiatres du Monde
et puis obtenir des dons en fait sur cette association. Donc vous avez contribué à ça déjà pendant 10 secondes, vous avez contribué aussi à cet effort-là. Donc je vous en remercie. Et si ça vous intéresse en fait de creuser un petit peu de quoi il s'agit et puis qu'est-ce que fait cette association, vous pouvez aller regarder sur ce lien. Et si vous voulez contribuer soit par un don, soit l'année prochaine à venir courir, n'hésitez pas. Donc voilà, ça c'était mon petit clin d'œil de... Oh là, mince. Un petit clin d'œil de valeur. Aïe. Il me reste juste la dernière planche. C'était la valeur subjective que j'ai amenée. La perte de valeur, quoi. Et donc, de mon côté, moi j'ai terminé par... Ici, c'est les sources. Il y a toutes les sources, en fait, d'où proviennent les différentes planches. Sur Kenneville, moi, ce que je vous conseille, c'est la série d'articles d'Olivier Emy, qui est vraiment super intéressante. Moi, les images provenaient de là. Et puis voilà, il y a d'autres sources intéressantes. Et je vous remercie. Et si vous avez des questions, moi, je peux y répondre. Le PowerPoint, il est dispo ? Je vais le rendre disponible, oui. Oui, tout à fait. Je vous l'enverrai sur Twitter. Je diffuserai le PowerPoint. Alors j'ai tiqué sur un truc en fait, c'est sur les biais cognitifs. Alors je pense qu'il y a pas mal d'études qui ont démontré qu'en fait on avait des biais cognitifs et que pour les déjouer en fait il y avait une notion temporelle. Il faut attendre. Et est-ce que du coup une démarche où on doit être réactif, avoir des boucles de feedback très rapides, c'est pas aussi favoriser les biais cognitifs et du coup faire des erreurs? Alors, la question, c'est donc, est-ce que les biais cognitifs se résolveraient en attendant? C'est ça? En laissant passer du temps? Avec l'attente. Et est-ce qu'il ne faudrait pas attendre? Est-ce que les boucles de feedback rapide iraient à l'encontre de ça? Alors, pour moi, en fait, on essaye plutôt d'éviter, en fait, autant que possible le biais cognitif dans la démarche. Je ne sais pas si vous connaissez toutes les techniques d'A/B testing, par exemple. On est clairement, en fait, dans une technique où on va amener deux toutes petites fonctionnalités en production sur la même partie du logiciel. Il y a simplement deux versions en fait, qui vont apparaître en fonction des personnes qui se connectent. Donc, soit un utilisateur va arriver sur l'option A, soit sur l'option B. Et ensuite, on mesure en fait, sur des changements de comportement laquelle des solutions est la plus intéressante par rapport aux résultats qu'on attend. Et en fait, là, on est vraiment sur un exemple où la boucle de feedback est hyper rapide et on teste auprès d'utilisateurs. Et au final, la vérité ou l'explication a posteriori de pourquoi c'est cette solution qui marche, on est même incapable en fait de répondre. Donc je ne sais pas répondre à... La démarche en fait elle a tendance à contourner complètement la notion de biais cognitif. Essayer de se dire, moi j'ai une intuition que cette fonctionnalité elle est majeure ou que je ne sais pas moi, ce produit en fait il va fonctionner et ça va clairement faire exploser notre gamme. Il y a tellement de biais cognitifs qui vont se cacher derrière. L'idée est de dire, il faut avoir une toute autre approche, tester auprès d'utilisateurs avec toutes les techniques qu'on peut avoir, notamment dans l'UX par exemple, pour se dire là en fait on est dans une approche beaucoup plus intéressante, beaucoup plus scientifique au final, parce qu'on se base en fait sur des tests avec des vrais utilisateurs. Quoi. Donc je ne sais pas, la démarche est complètement différente que d'essayer d'éviter le biais cognitif, c'est qu'en fait on le contourne. Il y a une partie des biais cognitifs que tu peux éviter par des mesures et par une compréhension plus approfondie du problème, que ce soit les failures ou des fréquences de base ou ce genre de choses. En fait, il n'y a pas que le temps, il y a aussi une meilleure compréhension du problème avec des métriques, des choses qui vont permettre de pouvoir potentiellement limiter le risque. Ouais. Pas complètement le passer, mais donc là, dans une démarche comme ça d'expérimentation, le biais, alors, il peut encore exister dans toute la partie analyse, parce qu'en fait, ça va être parfois difficile de corréler nos indicateurs, comment ils évoluent, si on n'a pas amené qu'une seule chose. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'A/B testing, on amène juste une petite évolution et donc on limite en fait les problèmes sur l'analyse. Mais parfois quand on a une maille plus grosse, là on a des difficultés sur l'analyse et les liens réellement de corrélation entre tel événement et donc là ça devient une expertise à acquérir. Et donc là il peut à nouveau y avoir des biais cognitifs en fait. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Oui ? Sur les biais cognitifs aussi, tu peux, en ayant connaissance des biais cognitifs, tu peux facilement les contourner. Tu prends le biais du point de départ, le biais de la perte, n'importe quel biais. Si tu en as conscience, tu as déjà les outils pour les éviter. Et à part les biais genre de la table ou des choses comme ça, c'est très compliqué. Sinon, les autres biais peuvent facilement, par leur propre connaissance, les éviter.
Moi, j'avais pas mal regardé les biais cognitifs et je suis allé à un Décathlon avec ma femme acheter une raquette de tennis. Et j'ai commencé, on a regardé en fait les différentes raquettes et dans les prix d'entrée de gamme, en fait, il y avait trois raquettes différentes au même prix. Donc on a commencé à les tester, machin, etc. Ouais, super. Celle-là, on a l'impression qu'elle est plus lourde, celle-là, elle tient mieux, celle-là, ça rebondit plus, super. Mais comment choisir? C'est le même prix. Et on fait venir un vendeur et on lui demande, mais comment on fait pour choisir? C'est quoi la différence entre ces trois modèles? Et il nous a répondu, la couleur. Donc on est dans un biais cognitif connu. C'est qu'en fait, quand le cerveau on lui demande de comparer des choses, il va trouver en fait des différences qui n'existent pas. Dans Brain Game, ils ont fait exactement la même chose où ils font venir un panel de gens. Ok, ils leur disent vous êtes des experts en fait sur la mode. Et donc les hommes, ils leur ont fait tester des jeans, 5 jeans différents, trouver les différences, lequel est le mieux. Et les femmes, c'était des bas, je crois. Et en fait, ils trouvent des trucs incroyables. Ils sont en groupe, ils sont d'accord. Ah bah oui, celui-là, la couleur est moins bien. Celui-ci, il a l'air plus solide. Celui-là, il ne nous plaît pas, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, c'est tous à chaque fois le même modèle. Donc là, on est dans un biais connu, mais que voilà. Donc en effet, on peut chercher en fait, si on les connaît bien, à les contourner, mais c'est pas évident. Après, peut-être en augmentant le nombre de personnes qui sont sur la dernière phase, ça nous permet de toute façon de passer outre ce biais cognitif. Alors, pourquoi on évoque ces biais ici, hein, parce que la problématique, c'est pas les biais. Au final, c'est surtout d'expliquer qu'on a parfois des personnes qui arrivent sur un projet et qui disent « c'est ça qu'il faut faire ». Et il n'y a pas de preuve. Et donc, il faut croire la personne, elle a autorité. Par exemple, c'est le client, c'est lui qui paye. Du coup, en fait, là, on est dans un biais d'entrée dans l'organisation, parce que qu'est-ce qui nous fait dire que ces personnes ont raison? Et moi, ça m'est déjà arrivé par le passé, hein, sur des projets, de savoir que des fonctionnalités, c'était pas ça qu'il fallait, et d'être en incapacité avec l'équipe à prouver en fait que c'était pas ça qu'il fallait. Donc à la fin, on le fait, mais en discutant avec quelques utilisateurs, on arrive à voir que c'est pas ça du tout, a priori, le besoin. Donc c'est ça qu'on cherche à faire. Donc on l'explique par notamment les biais cognitifs, en se disant qu'il faut passer sur une autre approche. Il faut y aller vers le biais cognitif, parce que le biais cognitif, c'est ceux aussi qui évaluent la valeur à la fin. Ils ont un biais cognitif aussi. Donc il faut aller vers ce truc-là. Alors, sur les objectifs, on a moins de biais, parce que sur la partie objectif, on va chercher en fait qu'est-ce qu'on veut avoir comme impact. C'est une vraie question intéressante à se poser et qui n'est pas toujours facile à poser. Hein. Certains métiers ont des fois du mal à répondre à la question parce que c'est challengeant en fait. Pourquoi on veut savoir Donc il y a certaines personnes qui sont en difficulté à répondre sur ça, alors que pourtant là il y a beaucoup moins de biais qui peuvent apparaître quand on commence à l'exposer publiquement en fait. Ben oui, l'objectif c'est ça, on est d'accord, mais en fait il y en a plein d'autres tout autour qui gravitent. Et cette exploration, et bien sûr il y a toujours des biais dans tout ce qu'on fait, mais devrait être relativement claire. Si on prend l'exemple de la table, si on a tous, moi, je me suis pas retourné quand on avait la main, mais on doit être nombreux à avoir répondu que c'était la table A. Si on est tous contents que ça soit la table A, en tant que fournisseur, moi je vais fournir les tables sur la tronche de la table A, tout le monde va être content, c'est les plus longues. C'est les mêmes, ça ne coûtera peut-être aussi cher qu'une table B, mais là au moins je vais avoir plus de satisfaction client. Donc je vais aller vers le biais du client, ils ont un biais cognitif. Alors là c'est autre chose, ouais, là c'est encore c'est joué, mais on cherche, aujourd'hui, qu'on soit développeur ou PO, on cherche tous la satisfaction client au bout du compte. Ouais. S'ils sont tous contents d'avoir des tables A, on va leur fournir des tables A. Hein. On va chercher moi sur le principe... Tout n'est pas basé sur les biais. Tu prends un risque sur le long terme. On est en agile, on rajustera. Si à la fin ils veulent du B, on refera du B. La solution était peut-être dans la mesure, il fallait juste mesurer la table. Oui. Tracking, utilisateur. Oui, peut-être, ouais. Okay. Même après nous avoir dit, on s'en foutait. On l'a mesuré, on a tous vu, on veut toujours la table A. Hein. On est d'accord, on avait mesuré. Hein. Il nous a montré, il a fait une rotation. Est-ce qu'il n'y en a pas un, moi le premier? Est-ce qu'il n'y en a pas un, il essaie de nous arnaquer, pareil, il a fait une rotation, mais il a aussi un peu réduit la taille. Enfin, on peut se dire ça aussi. Donc sur le principe, on a fait confiance à ce qu'il nous a dit que la table A et la table B étaient la même. Il n'y en a pas un qui s'est dit on voudrait les mesurer. Vous pouvez l'imprimer. Mais voilà, c'est sur le principe, on a tous admis que c'était vrai. Ouais. Et donc, sur le principe, on a fait confiance à notre orateur. Quoi. Donc, C'est un biais. C'est un biais. On est assis.
Alors, Il a raison. je voudrais pas que le débat il soit trop sur le biais, parce que c'est une explication, enfin, Oui, c'est un élément qu'on introduit pour se faire prendre conscience que les prises de décision qu'on prend sont généralement pas aussi logiques qu'on le pense. Tout est subjectif. Et là, en fait, ça touche certaines populations particulières qui sont en posture de demander des choses. Alors, le management est concerné, évidemment, mais il y a aussi tout ce qui est donneur d'ordre, d'une certaine façon. Toutes les parties prenantes, en fait, vont pouvoir exprimer des avis. Or, l'idée, c'est de dire, OK, les avis sont intéressants, mais on va à chaque fois chercher à valider l'avis. Donc, le volet biais n'est qu'une illustration d'une facette, en fait, du problème. Donc, ce n'est pas le problème en soi. C'est qu'il faut travailler différemment pour éviter notamment ce problème-là. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Faire attention qu'il n'influence pas trop le choix. Non, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a chaud. Bah, merci.